pour nous faire envie de lire votre livre, bien entendu, en détail, et pour nous dire un tout petit peu quel a été le point de départ de votre livre, pourquoi vous avez entrepris l'écriture de ces livres, et quels sont les points forts et marquants du contenu. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette élogieuse présentation. Je dois vous dire tout de suite, donc, il m'est arrivé, évidemment, d'écrire un livre que je n'ai pas voulu écrire. A priori, c'était exclu pour moi parce que, évidemment, je suis absolument pas gallophobe. J'admire la France. Je l'ai toujours admiré, je peux l'admirer parce que comme le pays ayant fait la grande révolution française, la déclaration des droits de l'homme, alors la prise de la Bastille, donc la liberté, et puis alors aussi pour les grands intellectuels français que j'ai admirés quand j'étais étudiant à l'université de Tübingen. J'ai passé mon temps pour lire, évidemment, étudier toute la littérature française, tous les grands penseurs français, de Montaigne, de Voltaire, jusqu'à Sartre, Camus, etc. Pour moi, il n'y avait que ça. Le pays de la littérature, c'était la France. Donc, j'étais très admiratif sachant aussi, bien entendu, qu'il y avait aussi des points noirs, comme le colonialisme, etc., qui dérangeaient un peu cette image euphorique. Mais j'étais classé, évidemment, comme très francophile en Allemagne quand je suis parti d'Allemagne pour m'installer ici en France, pour étudier à la Sorbonne en 67, entraîné dans les événements de la révolte étudiante, etc. Donc, mais justement, après avoir vécu ici 45 ans, alors j'ai pu observer, justement parce que j'ai voulu, sans atteindre la grandeur de M. Grosser, aussi être un petit peu le médiateur dans le domaine surtout de la philosophie entre la France et l'Allemagne. Donc, notamment en ciblant sur des philosophes, essayant de faire connaître aux Français, à mes étudiants, les grands penseurs allemands. Adorno, par exemple, ou bien Ernst Bloch, que j'ai connu personnellement à Tübingen pendant mes études et qui m'a beaucoup influencé, mais qui lui aussi était très, très francophile. C'était quelqu'un qui m'a influencé parce qu'il avait lui-même étudiant refusé de faire. Il était un adversaire acharné de l'empereur Guillaume II et de cette monarchie. Il s'est réfugié en Suisse, refusant, étant pacifiste, un des pacifistes les plus radicaux qu'on puisse imaginer. Pour donner un exemple, où les grands philosophes juifs allemands, Buber, Rosenzweig, Scholem, etc. Je ne suis pas enthousiaste pour ça et vais essayer de les expliquer cela à mes étudiants. Aussi, Lévinas, qui n'est pas allemand mais lituanien, etc., mais profondément marqué par la philosophie allemande, notamment la phénoménologie husserlienne. Ceci dit, il s'est passé quelque chose ces dernières années où évidemment j'ai commencé à douter un petit peu et j'ai aussi, on peut dire, souffert de certaines choses qui me sont arrivées pendant mon activité comme professeur professeur de la pensée moderne et contemporaine à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens, qui m'ont fait réfléchir sur le rapport justement France-Allemagne et sur l'Europe et sur quelque chose qui, à mon avis, était en train de se détériorer dans ces rapports entre ces deux nations, alors qu'ils étaient les piliers, ce sont toujours en un sens les piliers fondateurs de l'Union européenne. Donc j'ai ressenti une certaine méfiance à grandir en France ces dernières années. C'est-à-dire comme si après la réunification en Allemagne, s'est passé quelque chose dans l'inconscient aussi, donc conscience de la perception, que la perception de l'Allemagne a changé, donc plutôt vers le négatif, à partir du moment où il y avait pour les Français de nouveau, après la réunification, un voisin de plus de 80 millions d'habitants à la frontière orientale, et qui en même temps aussi est devenu la plus grande puissance économique de l'Europe. Alors, ressentant que ça est ressenti par les Français de plus en plus, non seulement de plus en plus, on peut dire de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, comme une menace. Ce
qui bloquait le processus d'unification, risquait de bloquer le processus d'unification européen. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé aussi à m'intéresser, comme sociologue, philosophe, historien, si vous voulez, à m'intéresser à ce phénomène dont personne ne voulait parler, mais qui finalement a surgi avec brutalité au moment de la publication du livre de Mélenchon, Les harengs de Bismarck, Le poison allemand, publié chez Plon, mai 2015. Alors ce phénomène, donc d'où revient cette renaissance d'un ressentiment anti-allemand, donc qui n'était en soi rien de nouveau, parce que évidemment ça remonte, comme M. Grosse d'ailleurs dans ses publications l'a très bien montré aussi, donc il faut remonter jusqu'à la Reichsgründung 1871 à Versailles, et finalement dans la période 1914 surtout, pour trouver des racines, déjà les premières grandes manifestations de l'antigermanisme en France, au niveau de la politique, mais aussi au niveau de la littérature. Donc en écrivant ce livre, j'ai voulu montrer tout d'abord que ce nouveau ressentiment anti-allemand, cette renaissance de la germanophobie en France, mais non seulement en France, un peu partout en Europe, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, dans la République tchèque, en Grèce, etc., dans le contexte de la crise de la dette des États. Donc tout ça est avant tout une réaction phobique collective, nationale, contre le fait qu'après la réunification allemande en 1990 et la création de l'euro en 2000, l'Allemagne semblait s'imposer de nouveau en Europe comme la toute première puissance économique capable d'imposer ses buts et ses objectifs aux autres pays de l'Union européenne, donc ce qui n'était pas accepté. Et la naissance de ce phénomène sociopolitique est donc incontestablement, causalement liée à la crainte que cette Allemagne, forte de ses 82 millions d'habitants, est capable, comme on l'a vu, d'accepter de plus 1 million de réfugiés de Syriens, dominera l'Europe en dictant ses lois aux autres pays membres de l'Union européenne. La crainte, ça vient de là. Ce sentiment, ça vient de là. On accuse donc, surtout à gauche et à l'extrême gauche, comme à l'extrême droite, l'Allemagne d'abuser de cette puissance économique incontestable pour diriger l'Europe, en profitant d'une manière démesurée, dit-on, de l'euro et de la qualité d'exportation des produits allemands, ce fameux Made in Germany. On accuse même, et c'est par exemple le cas des communistes français ou du parti de gauche, du front de gauche de Mélenchon, l'Allemagne de vouloir coloniser les pays de l'Est qui se sont émancipés après la chute du mur et la fin de l'Union soviétique en 1991, en leur imposant une économie néolibérale, donc le capitalisme moderne, à l'ère de la globalisation. C'était aussi pour moi l'occasion de réagir contre les excès germanophobes de Mélenchon dans son avant-dernier livre, Le hareng de Bismarck, Le poison allemand, publié chez Plon, 2015, qui certes exprime aussi certaines critiques justes, mais qui dans l'ensemble est à considérer, hélas, comme un violent et injuste pamphlet anti-allemand et anti-germanique, attestant un ressentiment énorme de l'auteur contre l'Allemagne et surtout contre l'Allemagne, bien sûr, de la chancelière Merkel. Donc, ça n'a pas été facile pour moi de faire cela, mais c'était spontanément. Vraiment, j'ai vu la librairie Masséna à Nice, j'ai vu le livre, j'ai essayé le livre. Dès que j'ai lu quelques pages, la décision est prise, il faut réagir. Ce n'est pas qu'un homme de gauche, et pas d'extrême droite. Face à ça, en France, à ce moment, ça m'a, je dis, profondément blessé, et je pensais qu'il fallait réagir. Donc, j'ai voulu aussi montrer que cette crainte, cette réaction négative à l'égard de l'Allemagne en France n'est en réalité rien de nouveau. J'ai voulu dresser rapidement, certes peut-être avec quelques lacunes que M. Grosser a gentiment voulu me signaler, mais je lui remercie beaucoup d'avoir accepté dans tout ce que tu fais avec moi, ici dans le cadre de cette table ronde, ici à l'Institut Goethe de Lyon, dresser l'inventaire de cette germanophobie française dont les origines remontent bien déjà à l'époque 1870-1914
Et non pas du tout à l'arrivée du pouvoir des nazis, de Hitler en 1933, ou à la découverte des camps de la mort, de l'Holocauste en 1945. Donc, il faudrait donc remonter à la guerre franco-prussienne de 1870-71 pour constater que les racines de ce ressentiment anti-allemand se trouvent bien déjà dans cette guerre et qu'il a pu se développer, doit atteindre son point culminant en août 1914, conduisant tout droit dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et ces massacres dans les tranchées de Verdun, de la Somme, etc. Bien sûr, le différent frontalier à propos de l'Alsace-Lorraine n'était pas le seul problème qui a constamment alimenté pendant cette époque l'animosité du camp nationaliste en Allemagne contre la France. Donc, il y avait du camp nationaliste germanophobe en France, je veux dire, et simultanément aussi celle des nationalistes en Allemagne contre la France, parce qu'il y avait une certaine symétrie. Il y avait aussi la question des colonies, il y avait la rivalité entre le Reich allemand, dirigé par l'empereur Guillaume II, et la France, disposant déjà d'un empire colonial immense, face auquel l'empire allemand tentait cependant de s'affirmer de plus en plus sur le plan international. Je rappelle la visite de Guillaume II à Tanger en 1905, 1905, et créant à son tour des colonies au Togo, au Cameroun, au Rwanda, et surtout dans le sud-ouest de l'Afrique, devenue la colonie Deutsche Südwest Africa, avec Windhoek comme capitale. Mais ce n'était presque rien comparé aux grands empires coloniaux britanniques, français et portugais. Et l'incident de Tanger de 1905, révélant l'appétit du Kaiser pour le Maroc, était cependant interprété dans l'opinion publique française, dans ses milieux dirigeants, comme le signe, comme le symptôme d'une future puissance coloniale allemande en train de naître, menaçant l'hégémonie coloniale française en Afrique, au Maghreb, en Afrique occidentale et centrale. Et tout cela complété par l'accroissement démographique rapide de l'Allemagne entre 1871 et 1910, par la construction par l'Allemagne d'une flotte navale de bâtiments de guerre capables d'affronter la flotte britannique et française sur les mers. Tout cela a sans nul doute contribué à la naissance de ce ressentiment anti-allemand très fort, par exemple en Allemagne, en France ou en Belgique, même si la Belgique préférait être neutre, ne voulait pas officiellement, pour des raisons évidentes de souveraineté, se mêler directement du conflit entre Français et Allemands. Mais le non-respect de la neutralité belge par l'Allemagne, donc, a renversé cela complètement. Alors, dans la propagation vaste de ce ressentiment, on pourrait même parler à certains moments d'une véritable haine contre l'Allemagne et de tout ce qui était allemand. La presse française, à l'époque, je parle de 1914, période 1910-1914, majoritairement nationaliste et même ultranationaliste, a sans nul doute joué un rôle majeur. Et il y a eu bien sûr des contre-tendances aussi. Et n'oublions pas ce qui s'est passé, l'assassinat du socialiste Jean Jaurès, qui jusqu'au dernier moment de sa vie, je le dis parce que j'ai consacré un livre à lui, publié il y a 2 ans chez l'Harmattan, jusqu'au dernier moment de sa vie avait combattu passionnément le nationalisme et l'union sacrée, tout en affirmant un patriotisme républicain, donc, qui était celui des socialistes de son époque. Cet assassinat, intervenu à la veille de la Première Guerre mondiale, le 31 juillet 1914, à Paris, avait incontestablement beaucoup affaibli le camp de la paix et de tous ceux qui, en France, dans le mouvement ouvrier socialiste, avaient tenté d'éviter cette guerre avec l'Allemagne. Ils étaient minoritaires, en appelant, hélas en vain, les ouvriers de tous les pays européens concernés à s'opposer à la guerre qui se préparait par la grève, à organiser une grève générale politique illimitée dans tous les pays européens pour faire barrage aux nationalistes et aux va-t-en-guerre, surtout en France et en Allemagne. Donc il est vrai aussi que cette diabolisation de l'Allemagne par la presse nationaliste française, juste avant 14, pendant cette période 14-18, en réalité déjà entre 1903 et 1914, contrée par une diabolisation symétrique de la France par les journaux nationalistes allemands de l'époque,
visait avant tout, comme l'ont souligné entre autres Claude Dijon, dans son livre consacré à la crise allemande de la pensée française, et par Alfred Grosser, c'est-à-dire ça concerne évidemment la Prusse, plus précisément, l'objet, on peut dire, c'est pas vraiment l'Allemagne, c'est beaucoup plus la Prusse que l'Allemagne. C'est parfaitement vrai, c'est tout à fait vrai quand on regarde les documents de l'époque. C'est la Prusse, plus précisément l'État prussien militariste et autoritaire, dont l'incarnation parfaite était Bismarck, et non pas les Allemands des provinces rhénanes ou de la Bavière. C'est cette identification quasi totale de l'Allemagne avec la Prusse de Bismarck et l'État monarchique prussien de l'empereur Guillaume II qui a profondément marqué pendant des générations entières l'image négative et la perception négative de l'Allemagne dans les consciences françaises. Et cela a sans doute aussi beaucoup pesé sur les négociations débouchant sur le traité de Versailles en 1919, à savoir sur l'intransigeance nationaliste d'un Clémenceau qui voulait à tout prix punir ces, comme il dit, barbares, les barbares contre lesquels il fallait à tout prix défendre la supériorité de la culture et de la civilisation française. Là, on a vu la première fois le mot barbare. Voilà, de là du vin, les barbares, nous, la civilisation, la rationalité, la raison, etc. Voilà. Et ça c'est pour nous, ça joue énormément dans la naissance, dans la jeunesse de ce ressentiment. Évidemment, donc, je dois le dire encore une fois, j'ai écrit mon livre explicitement pour combattre, pas du tout pour faire l'éloge de l'Allemagne ou pour défendre les positions du gouvernement allemand de Mme Merkel, mais c'est seulement pour combattre cette tendance nationaliste et souverainiste et xénophobe, pour rappeler que malgré tout le revers subi, maintenant je vais parler de l'Europe, la troisième et dernière partie de mon livre. L'Europe et le processus d'unification de l'Europe reste, à mon avis, toujours à l'ordre du jour. Que l'Europe, malgré toutes les erreurs qui ont été commises, a des valeurs tout à fait positives à défendre et que le retour à l'État-nation n'a aucun avenir réel. C'est la position. Il faudrait donc continuer la lutte, le combat pour une Europe unie, pour une Europe de la liberté, pour une Europe des droits de l'homme, de la justice et de la démocratie. Et comme nous sommes effectivement confrontés aussi avec un problème de légitimité qui est honteusement exploité par les souverainistes et les nationalistes euro et germanophobes, il faudrait aussi tenter en même temps d'œuvrer en faveur d'une relégitimation démocratique des instances européennes pour un approfondissement de la démocratie citoyenne. Alors, je rejoins la position du philosophe Jürgen Habermas là-dessus, en associant donc de plus près les citoyens des pays membres de l'Union européenne aux décisions pour réengager le dialogue entre citoyens et élus, pour diminuer la bureaucratie et pour intensifier surtout les échanges productifs entre les citoyens européens. Bon, en prenant pour exemple le projet, pour modèle, le projet Erasmus. Moi, par exemple, j'ai travaillé comme professeur à l'université d'Amiens, j'ai beaucoup fait j'ai profité énormément de ce projet, ces échanges Erasmus, pour établir des échanges entre les universités françaises et italiennes. Comme je parle italien, donc j'avais une certaine affection. J'ai négocié donc ces échanges avec notre université, avec l'université de Rome, etc., mais aussi avec d'autres pays, etc. Et c'était à mon avis, très important. Mais ce n'est pas assez, il faudrait aller encore beaucoup plus loin. Il ne faudrait pas que ces échanges restent limités seulement à des étudiants. Mais évidemment, Erasmus a permis à des dizaines de milliers d'étudiants en Europe de connaître enfin leurs voisins, de faire des études à une université d'un pays voisin, par exemple l'Allemagne, d'apprendre leur langue et leurs habitudes pour sortir du monologisme culturel et linguistique national, qui est le fondement donc, du nationalisme. Je vais parler en cas de la France d'une sorte de nationalisme culturel. Et pour renforcer aussi la solidarité entre Européens de diverses nations.
Il ne s'agit pourtant pas de dissoudre la nation, les nations, avec tous leurs identifiants culturels, linguistiques et historiques, dans une fédération abstraite d'États européens, gouvernée par Bruxelles, mais dans une fédération, il s'agit de renforcer les liens réels entre les nations, entre les citoyens, en plein respect de leur propre identité, en vue d'assouplir les clivages nationaux et de créer une identité, et pourquoi pas une souveraineté européenne, hébergeant les différentes souverainetés nationales en harmonie, en coopération et en paix. Là, ça, on n'a pas besoin d'un ministère de l'identité nationale, c'est le contraire justement de cette logique fédérative, n'est-ce pas? C'est absurde ce qui s'est passé là, sous Sarkozy. Je parle. Je dois vous demander d'arrondir votre première intervention pour qu'on ait le temps de. Vous avez certainement la possibilité de rebondir. Donc, je pense pour atteindre cet objectif, vraiment combattre les crispations et méfiances nationales et favoriser par tous les moyens le dialogue au-delà des frontières des États, au lieu de fermer les frontières et faire ce repli nationaliste sur soi-même, donc qui est extrêmement dangereux. Donc, je pense là que la jeunesse qui, le 23 juin 2016, en Grande-Bretagne, a massivement voté contre le Brexit, il semble avoir compris ce message, elle est porteuse de ce message. On ne peut que se féliciter de cela, mais c'est difficile, c'est pourquoi est-ce si difficile, parce que nous vivons une époque où il y a un assaut, une mobilisation incroyable, évidemment, des forces nationalistes, souverainistes, évidemment, qui profitant des faiblesses de certains gouvernements de l'Europe, plutôt européens, alors exploitent énormément, démagogiquement, cela, évidemment, pour voilà, créer une nouvelle, un nouvel État autoritaire de Vichy, ou de toute façon créer un nouveau nationalisme qui est vraiment de très mauvaise augure. Très bien, je pense vraiment qu'on doit s'arrêter là, sinon on ne va pas pouvoir discuter ici à table. Vous avez certainement l'occasion de rajouter des points manquants tout à l'heure pendant la discussion. Merci beaucoup.